Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Gizmo autour des étudiants et des juniors que vous allez découvrir dans cet épisode. Il va y avoir 3 profils, 3 portraits qui vont vous être présentés. L'idée, c'est de leur donner la parole et justement pour qu'ils présentent leur vision du milieu, leur expérience à travers l'école, les différents stages et que ce soit aussi un moyen d'expression pour eux, pour avoir aussi des retours et donner en fait à ce podcast beaucoup de variété et élargir cette mosaïque que je m'efforce de vous transmettre à travers chacun des épisodes. Je ne vais pas vous teaser un peu le contenu et vous en dire beaucoup plus pour le moment. Je vais vous laisser découvrir le premier étudiant et j'espère que vous allez passer un très bon moment et un très bon épisode. À tout de suite. Coucou Chloé, bienvenue sur Gizmo. Coucou. Je suis super contente de t'accueillir pour cet épisode un peu spécial monté avec vous, des étudiants ou des juniors. On a un tout petit peu discuté en off de justement ton parcours et toi, vraiment ce qui t'attirait en fait dans la 3D et tes différentes expériences professionnelles. Avant de teaser, justement raconter tout ce qu'on va dire pendant les prochaines 30 minutes, je veux bien que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent et tu racontes comment t'es arrivé à t'intéresser en fait à la 3D et à venir en fait dans l'école dans laquelle t'es aujourd'hui. Ok. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, je suis en 4e année à l'école Whitesome, donc là je passe en 5e année, et je suis en stage chez Supamonks depuis 6 mois, je termine la semaine prochaine. Et alors, moi la 3D, j'ai envie de dire, j'ai compris que je pouvais faire ce métier assez tard, mais c'est pas si tard que ça parce que je vois tout le monde qui change de voie et tout le monde a plein de parcours différents. Mais moi, j'ai fait un bac S et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de travailler là-dedans. Et j'adore le sport, je suis hyper obsédée par le mouvement, la danse, la gym, la GR. Et j'adore la musique aussi. Et en fait, l'animation... En fait, j'ai commencé à faire une prépa, j'ai touché un peu à tout, et c'était toujours, ça revenait toujours vers l'animation. C'est ça que j'avais envie de faire. Et après, je suis rentrée donc dans mon école, sur concours. Et là, j'ai un diplôme de généraliste, donc j'ai testé un peu tout dans la 3D, mais c'est l'animation qui m'attire toujours le plus. Et donc voilà, je fais un stage maintenant en animatrice 3D, bientôt, futur. Tu racontais que tu étais rentrée là par concours dans l'école. Oui. Tu me racontais en off qu'elle avait un peu une particularité et on a beaucoup parlé en fait avec d'autres étudiants de un peu du milieu des écoles 3D qui sont toutes en général privées. Pour le coup, elle est pas privée ton école. Donc non, ouais, c'est une école publique. Donc Whitesome, c'est à Amiens et on est rattaché à l'ESAT d'Amiens. Sauf qu'on est un bâtiment à côté, on est à part. Et c'est une école donc publique qui est rattachée donc au ministère de la Culture, je crois. Et c'est un concours parce on prend que 14 élèves par tous les ans en fait. Donc on est une toute petite école, c'est hyper familial, c'est vraiment à taille humaine. Et voilà, on est 14 quoi, et on se suit. Mais du coup, vous entraidez aussi et pour le coup, ouais, c'est pas du tout une usine, ça reste, comme tu le dis, très familial et à une échelle ultra réduite. Comment t'étais tombée sur cette école? Parce que tu vois, ça paraît assez intimiste pour que vous soyez que 14. C'est dans ma prépa, donc j'étais à EAP-Seine à Paris. J'ai fait une prépa en sortant du lycée parce que j'y connaissais rien en fait au milieu de l'art. Je savais que je voulais travailler dedans, mais j'y connaissais rien, donc je me suis dit, faut qu'on m'aide pour passer des concours pour entrer dans les écoles. Et la directrice, elle était venue nous faire un brief sur toutes les écoles publiques de France et outre-mer et partout en fait où on pouvait passer les concours. Et Whitesome, c'est un peu j'y suis allée, je me suis même pas renseignée sur l'école, j'y suis allée un peu comme ça à l'écrit. J'avais déjà passé une dizaine de concours pour d'autres écoles et donc j'y suis allée très très détendue. On a passé donc c'est une journée d'épreuves écrites avec du dessin d'observation, du storyboard, un peu de culture générale, un peu d'anglais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Du posing. Et
C'était mon épreuve préférée. Donc déjà, j'aimais bien dessiner des personnages qui posent. Et ensuite, on a eu les résultats, je crois, 2 jours après. Ils en sélectionnent une vingtaine à l'écrit. Et après, on a un oral avec... c'est impressionnant parce que je trouvais qu'ils étaient nombreux, mais en fait, maintenant, c'est la famille. c'est les profs. Et c'était... je crois que l'oral, il avait dû durer au moins 40 minutes. Mais ça s'était super bien passé parce que c'était juste une discussion. Parce que généralement, quand tu arrives à l'oral, c'est vraiment mon conseil. Si vous arrivez aux oraux, c'est parce que t'es validé en technique. Donc, ils savent que déjà, t'as les compétences. Donc, l'oral, c'est vraiment pour savoir qui tu es, si t'es capable de travailler en équipe, si ta personnalité, en fait. Vraiment, savoir si tu vas être bien dans l'école. Et voilà, ça s'était super bien passé. Coup de cœur, et voilà. Tu parles de coup de cœur, mais est-ce que tu avais essayé de toi savoir, parce que dans le jeu des concours et un peu de cette liste d'écoles où tu disais que t'en as fait une dizaine, tu te prêtes un peu à leur jeu et quelque part tu rentres dans leurs critères, mais toi tu avais peut-être aussi des critères sur quelle école allait peut-être un peu plus te correspondre, et quand il a fallu que finalement tu choisisses dans quelle école t'allais, qu'est-ce qui a fait la différence pour justement que tu choisisses plus l'une que l'autre? En fait, je sais pas, parce que je me rappelle qu'à cette époque, je voulais tellement une école. En fait, peu importe, n'importe quelle école, je voulais rentrer dedans, quoi. Parce que une fois que t'as l'école, c'est bon. En fait, toutes les écoles vont te donner, je pense, je connais pas toutes les écoles, mais toutes les écoles vont te donner le moyen, en fait, de réussir. T'auras le matériel, tu vas rencontrer des gens, t'auras des profs, t'auras des intervenants, mais ça dans toutes. Et en fait, c'est à toi de faire, quoi, parce que t'as tout ce qu'il faut. Donc tout ce qu'il faut, c'est rentrer dans une école. Une fois que t'es dans l'école, bon, t'auras le diplôme, tu vas faire tes stages, tu vas rencontrer des gens. Et après, moi, je trouve que, je sais pas, je me sens chanceuse d'être rentrée dans cette école, parce que le fait qu'on soit pas nombreux, on se suit. Par exemple, dans notre école, c'est interdiction de fermer les portes pour qu'on puisse tous discuter les 5e années, les premières années. Il y a toujours plein d'entraide. En plus, les âges en école supérieure, ça veut plus rien dire. En première année, il y en a, ils rentrent, ils ont 27 ans. Ceux qui sortent, il y en a, ils ont 24 ans. Ça veut plus rien dire. Donc, on est tous ensemble, quoi. Non, c'est juste pour revenir sur les écoles. J'ai eu le choix entre plusieurs écoles. Une de stop-mo et une un peu plus artistique. C'était peut-être un autre ESAD ou un truc comme ça. Et je savais que je voulais faire de la 3D, et je crois que c'était une des seules écoles qui faisait de la 3D que j'avais, donc je suis rentrée là-dedans. Ok. Et du coup, c'est un peu plus le côté 3D qui t'a fait toi déclic et qui Ouais. t'a un peu embarqué, qui t'a permis aussi de choisir. Mm. Tu racontais que justement pendant cette année de prépa, au final, quand on vous a demandé un peu d'expérimenter, qu'on vous a montré en fait tout ce que pouvaient être les arts appliqués, tu disais que tout revenait vers l'animation et que c'était un peu le point central, et quelque part, t'avais beau expérimenter d'autres choses, tu te reprenais toujours l'animation en pleine face. Oui. Tu peux l'expliquer ça? À quel point, je sais pas, c'était peut-être obsessionnel ou une évidence pour toi? Moi, je suis hyper curieuse de tout. J'aime tout faire. J'adore faire de la sculpture, du dessin, de la peinture. J'aime tout, vraiment. Et à chaque fois que je faisais un dessin, j'ai un problème, c'est que j'étire trop mes bonhommes tout le temps. Ils ont toujours des jambes trop longues. Parce qu'en fait, quand je dessine, j'essaye... j'ai l'impression de ressentir de l'étirement. J'avais fait tout un projet, je me rappelle, sur l'étirement. Donc, c'était que du dessin, des collages. Et c'était encore sur le mouvement. Tout était toujours sur le mouvement, tout ce que je faisais. Et je me rappelle qu'on avait un cours de sculpture où c'était génial, on avait toujours des sujets. Par exemple, notre sujet, c'était le pain ou un truc comme ça. Et je sais pas, mais au final, j'ai écrit une partition de je sais pas quoi. J'ai joué du piano et j'ai dit, voilà, ça c'est encore l'étirement. Et tout était tout le temps sur bouger, s'étirer. Et j'avais toujours envie de faire vivre les choses, en fait. Et donc, quand j'ai pu toucher à l'animation, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Mais c'est ça que je cherche à faire avec mes dessins, avec tout. Donc, voilà. Et justement, quand tu dis que tu t'as touché à l'animation, c'était déjà en prépa ou vous avez un peu expérimenté, ou ça a été quand t'es rentrée justement dans l'école de 3D? Non, j'ai pas du tout touché à la 3D, mais même à l'animation tout court, en fait, en prépa. Il y en a qui l'ont fait de leur côté, parce qu'en prépa, c'est pareil, on te donne tout ce que tu veux et c'est à toi de faire. Donc, il y en avait qui touchaient déjà à ça.
Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a beaucoup pêché dans mes oraux, parce que à chaque fois il me disait mais est-ce que vous avez des choses à nous montrer, un film? Et j'avais jamais rien à montrer, mais j'étais là mais je suis sûre que je veux faire ça, mais il me dit mais comment vous pouvez être sûr, est-ce que vous êtes capable de rester 7 heures par jour devant un ordinateur? Et j'étais là mais je crois que je suis sûre, mais j'avais jamais rien touché. Et donc non, c'est vraiment en première année à l'école à Whitesome que j'ai touché l'animation, et j'ai fait ouais, révélation, c'est ça. C'est ça. Et tu te souviens, je sais pas, un espèce d'exo ou un cas pratique où, Ah oui, où oui. vraiment ça... Vas-y alors. Oui. Bah en fait on commence déjà par apprendre le logiciel Maya, donc Ouais. tu ouvres Maya, là tu pleures parce que tu te dis mais ça va pas du tout être simple en fait, ça va être horrible. Horrible, horrible. Je me rappelle que le directeur, il était venu nous voir en nous disant « Vous inquiétez pas, j'ai jamais vu aucun étudiant ne pas réussir parce qu'on est tellement déprimés quand on ouvre Maya pour la première fois. » Et c'était un exercice, c'était une semaine thématique sur l'animation. Donc on avait commencé par des posings. Après, bien sûr, l'exercice de la balle qui rebondit. C'est tellement satisfaisant. Et après, on avait fait une marche. Et je me rappelle que le soir... tout le monde partait, mais l'école elle est ouverte 24 heures sur 24, donc on peut rester. Et j'étais restée le soir hyper tard pour continuer à faire bouger ma boule qui marche. Ouais. Et là, dans ce cas-là, t'as un cursus qui est quand même assez généraliste. On vous demande de toucher à toutes les disciplines. Est-ce que c'est pas trop dur de justement t'intéresser aux autres disciplines et sortir un peu de l'animation parce que t'as l'air tellement à fond sur l'anime, ou tu te prêtes au jeu parce que tu te dis que ça peut finalement aussi un peu compléter ta culture de 3D. Comment tu le vis, et du coup comment tu fais la balance entre au final l'animation où pour le coup t'as un énorme crush et le reste des disciplines? Bah, je crois que la première semaine dans mon école, c'est faire un cube, mettre des textures dessus dans Maya, modéliser. Je crois qu'on avait modélisé une voiture. Et en fait, c'était tellement nouveau. Bah moi, ça me plaisait en fait. J'étais tellement contente d'apprendre quelque chose de nouveau. Et en plus, on démarre tous, on est tous à zéro, donc c'est génial. On regarde tout ce que tout le monde fait. Et la première année, en fait, ce que j'aime bien dans mon école, c'est que tous les ans, on a un but de fin d'année. En fait, tous les ans, on a un projet à réaliser. Et la première année, on doit faire une maquette, donc en vrai, et ensuite incruster des personnages dessus. Et on nous donne déjà un scénario qu'on peut adapter. Et donc, il y a tellement de choses à apprendre en première année. Tout est nouveau, en fait, que à chaque nouvelle étape, que ce soit le modeling, le rig, texture, tout, même après le montage, tout. Bah, moi, je trouve que tout était bien. Tout m'intéressait. J'étais trop contente de connaître enfin ce qui se passait derrière, en fait. Et en deuxième année, le projet, c'est de réaliser un film tout seul. Donc là, il faut savoir tout faire parce qu'il faut tout faire, quoi. Et c'est bien aussi parce que ça nous permet de nous rendre compte, bah, qu'est-ce qu'on aime vraiment, sur quoi on aimerait avoir de l'aide, sur quoi on est bon. Et normalement, c'est un film en deuxième année plus centré sur le rendu, mais bon, bah, moi j'ai fait un film d'anime, hein, parce que c'était ça qui me plaisait le plus. Et en troisième année, c'est un projet de groupe, donc cette fois-ci, on peut se mettre avec les personnes qui ont des options différentes, qui aiment les choses différemment, et c'est bien parce qu'on peut vraiment se rendre compte de la charge de travail que c'est tout seul, quoi. Mais je suis contente de tout connaître. Ça me permet de me rendre compte, par exemple, au stage, là, bah, l'entièreté de la production, me rendre compte que les autres derrière, bah, je comprends ce qu'ils font, je comprends que ça prend du temps, je comprends que c'est laborieux, c'est du vrai travail aussi, voilà. Ouais, donc ça donne vraiment cette vision d'ensemble, et quelque part, même si t'es à fond sur l'anime, tu l'acceptes. Et puis c'est justement, tu le dis, t'es très curieuse, et donc c'est aussi pour ta culture, pour comprendre comment la production elle s'organise, et comment d'une tâche à l'autre, progressivement le film il prend vie, et comment ça se construit en fait. Donc quelque part, t'es un peu passé par toutes les étapes, mais t'étais très contente quand t'avais un peu plus de place à consacrer à l'animation en te spécialisant, et que le film, t'allais être la spécialiste de l'animation, avoir toutes les animes à faire. Complètement. Tu disais aussi en intro que tu fais pas mal de sport, en tout cas, t'aimes bien ça. D'après toi, est-ce que ça t'aide, et dans ces cas-là, si ça t'aide, comment ça t'aide et comment tu l'exploites dans l'animation, c'est peut-être cette compréhension du corps et cette pratique du sport que t'as à côté, en fait. Alors,
J'ai fait 13 ans de danse classique, j'ai fait 5 ans de gymnastique en compète j'ai l'impression que dès que j'ai commencé à vouloir animer, j'ai voulu animer de la danse en fait. Je voulais animer ça vraiment. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand j'anime, j'essaie vraiment de ressentir ce que j'anime. J'essaie vraiment. Et des fois, quand je bloque dans une animation, je me dis, ok, pense chorégraphie, pense corps en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je ressens que ça passe vraiment par quand j'anime des doigts, je sens dans mes doigts, je sens. En fait, j'avais fait tout un projet sur l'équilibre, la tension, l'étirement. Et en fait, c'est tout le temps en moi. Je sais que c'est en moi. Et je pensais qu'au départ, tout le monde, c'était comme ça pour tout le monde. Mais en fait, non, mais c'est ce qui m'aide le plus pour l'animation, en fait. J'ai l'impression de comprendre dans mon corps ce qui se passe quand j'anime. Et je sais pas, des sensations que j'essaye de mettre dans la 3D. Et du coup, cette expérience dans le sport, parce que tu es vachement plus connecté, parce que tu as énormément pratiqué, que tu es connecté avec ton corps, alors tu arrives à refaire ce lien en fait avec ton personnage ou les différents animaux ou ce que tu vas devoir animer. Et donc, tu as vraiment ce lien et cette connexion qui se fait et ça se passe par ton ressenti et ton corps. Mais c'est fou ça que tu arrives à l'imprimer autant et surtout que tu l'aies compris si tôt. Mais je pense que pour l'animation, je trouve que c'est ça je crois que c'est pour ça que j'aime, c'est magique, c'est que peu importe ce que tu fais à l'extérieur, tu pourras toujours le mettre dans l'anime. Tu fais du théâtre, tu fais n'importe quoi en fait. Dès que tu vis, en fait, tu peux faire de l'animation et tout, même la musique pour le sens du rythme, c'est hyper important. Je sais pas, dès que tu testes un truc avec ton corps, peut-être qu'il faut de l'empathie, je sais pas, mais tu peux réussir à le mettre en fait dans l'animation. Et peu importe l'activité en fait. Et du coup, pour toi aujourd'hui, c'est quoi le plus dur à appréhender j'allais dire en 3D plus généralement, mais je vais centrer ma question sur l'animation. C'est quoi aujourd'hui, toi, le truc le plus dur où tu sens que tu bloques et il va te falloir encore quelques années avant vraiment de passer ce cap-là J'allais dire, je sais pas quoi répondre, mais à l'instant, je viens de comprendre. C'est que j'ai l'impression que je travaillais vachement à l'instinct, à mon ressenti, tout le temps. Et en fait, en animation, c'est quand même, faut être, comme j'ai dit, faut être un psychopathe, faut être tellement précis, faut être un psychopathe du détail. Et il y a des règles en animation, pour être déjà plus efficace. Et comme tout, en fait, il faut apprendre la technique. Je pense qu'il faut toujours passer par apprendre les règles, apprendre la technique pour ensuite pouvoir se libérer de la technique. Et moi, je pense que j'ai commencé en passant tout par l'instinct. Sauf qu'il y a un moment, on m'a dit, non, mais en fait, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas mettre des clés partout comme ça. Et j'ai une petite fiche. Je regarde à côté parce que j'ai une petite fiche où pendant mon stage, dès qu'on me fait une remarque, je note. Je note et je me dis, ok, force opposée. Faut faire attention, force opposée. Faut faire des trucs bêtes, mais que je savais pas, en fait. Et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que maintenant, à part avoir de l'expérience, y a rien qui me fera aller plus vite et devenir meilleure en animation, quoi. Il faut juste bosser, se bouffer les techniques, les grands principes d'animation et travailler, quoi. Et c'est frustrant parce que des fois, j'aimerais tout de suite pouvoir animer super bien, mais non, là, il faut travailler pendant des années. Oui, c'est clair que ça se résume pas en heures de pratique, mais bien en années où il va falloir que progressivement tu affines ton art et ces règles justement que tu as appris pendant le stage t'aident à te structurer et ça pose un peu une architecture sur un mouvement que tu maîtrises et qui est très instinctif, mais au moins tu le remets un peu dans un cadre pour être sûr que à 100% ça marche et pas une fois sur deux parce que ton instinct des fois il peut un peu se planter. Ouais, parce que l'instinctif, tu comprends pas pourquoi. Et en fait, je pense que tu deviens très bon quand tu sais pourquoi. Tu sais tout exactement pourquoi tu fais ça, en fait. Quand tu maîtrises ton instinct, en fait. Et moi, là, c'est trop bon, au pif, je le sens comme ça. Mais une fois qu'on me pose devant mon anime et on me fait pourquoi t'as fait ça et là, ça fait mal. Là, tu te dis, ah oui, mince, je suis bête, il faut plus réfléchir, en fait.
C'est trop bien, ça va nous faire notre transition pour évoquer justement le stage que tu es en train de faire. Tu l'as un petit peu évoqué justement à travers ces règles que tu as appris grâce à ceux qui t'entourent pendant ton stage, qui t'ont aidé à progresser. Tu te souviens, déjà, c'était un stage, tu as dit, je crois, de 6 mois. C'est ça. C'est ça. Au tout début, quand justement c'est ta première expérience et que t'as pas encore fait de stage, qu'est-ce que t'attendais de cette expérience en entreprise et de ce milieu pro que t'allais découvrir? Alors déjà, à l'école, comme je dis, c'est vraiment un environnement familial. Donc moi, je faisais mes trucs. En plus, c'est une école qui nous laisse totalement libre sur nos choix, qui nous laisse nous découvrir, faire ce qu'on aime. Et donc, moi, je faisais mes petits trucs dans mon coin, j'étais heureuse et tout. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je suis capable? En fait, j'avais un énorme stress. J'étais tellement stressée de trouver mon stage. Et j'attendais vraiment de savoir si j'étais capable, quoi. Parce que c'est bien rigolo de faire ces petites danseuses dans son coin pendant 3 ans, mais est-ce que dans une production, j'ai le niveau? Déjà, c'était l'ambiance d'un studio, comment ça se passe? Ouais. Est-ce que je suis capable de travailler dedans, vraiment? J'attendais aussi, si je vais travailler dans l'animation pendant 40 ans, j'espère que ça me plaît vraiment. On pourra vraiment voir si ça me plaît. Et l'ambiance, rencontrer des gens, comment ça marche, les quotas en anime, parce qu'on entend parler tout le temps ça, du rythme, des quotas, du style d'animation, savoir s'adapter au style d'animation, tout en fait. Je voulais tout savoir, mais j'étais vraiment hyper stressée. Et c'était surtout l'ambiance du studio, comment ça marche une production en fait. Donc j'ai pris 6 mois, je voulais vraiment une vraie expérience. Et justement, qu'est-ce que tu as appris et quelle réponse tu as eu à toutes ces questions en suspens que tu avais avant de commencer ton stage sur justement l'ambiance, sur la réalité en fait de la production et de ce que ça voulait dire au final d'être animatrice, mais pour une anime et un vrai boulot et pas juste un travail perso. Oui. Dans la vraie vie, ça a donné quoi et comment tu l'as vécu le tout début de ton stage où tu es confrontée justement à cette réalité? Déjà, un petit peu différent, c'est que avec le Covid, mon stage, il se passe en télétravail. Et je l'ai appris une semaine avant de commencer mon stage, en fait. Parce que moi, j'étais là, bon, alors, va falloir faire les transports, Et en fait, on me dit, non, tu seras chez toi. Donc là, le stress. Oh là là, moi, en plus, qui voulais y aller pour comprendre l'ambiance d'un studio, je me suis dit, je vais être toute seule dans ma chambre, je vais rien comprendre. Bon, au final, tout se met toujours bien en place. Au final, on s'adapte toujours. Et tout s'est très bien passé en télétravail. Et je me rappelle que j'ai pas dormi la veille, j'avais envie de vomir, c'était horrible. Je commençais le lundi avec une réunion avec tout le studio. Moi, je me suis dit, s'ils me demandent de me présenter, je vais mourir. Je vais mourir. Et première semaine, j'étais tellement stressée, j'étais fatiguée, comme si j'avais couru 6 marathons dans la journée. Mais ça se passe bien parce que vraiment la première semaine ils te laissent t'adapter, on te fait faire des tests d'anime, on te met pas tout de suite sur la prod. Et en fait ça s'est bien fait parce que mon maître de stage, donc c'était Samy, tu l'as déjà interviewé, il m'a fait commencer par un plan. Voilà, j'avais le temps que je voulais, puis après 2 plans, puis après une séquence, et puis au fur et à mesure le rythme il augmentait, mais comme je devenais de plus en plus confiante et que je m'adaptais, tout s'est très bien passé, très naturellement, et je pense qu'il m'a fallu, je leur ai dit ça, mais je pense qu'il m'a fallu un bon mois pour m'adapter au rythme, comprendre les quotas, les rôles, les prods, à quoi sert une prod, je savais pas moi à quoi ça servait, comprendre qui est qui, voilà, mais les réunions, parce qu'en même temps, c'est bien d'être autonome, mais en même temps dans une production tu peux pas prendre toutes les décisions, ça doit passer avant, il y a un réal, c'est pas toi, c'est le film d'un réalisateur, donc on est des petites mains derrière, et au bout d'un mois, c'était lancé. Mon équipe, elle était incroyable. Vraiment, j'ai rencontré des gens super. Et ça, je pense que, pareil, dans toutes les expériences de stage, c'est ça aussi, moi, je voulais rencontrer des gens, quoi, des vrais gens qui travaillent dans le milieu. Et
Après, les 3-4 premiers mois, ils sont passés super vite. Vraiment, tu trouves ton rythme. Je sais pas, j'étais vraiment hyper heureuse. Je leur ai dit, mais je signe tout de suite. Si toute ma vie je fais ça, j'ai pas de souci. Et après, le premier projet, il s'est arrêté. Donc, j'ai pu tester un peu d'autres choses. Ça c'était très bien aussi. Et quand je suis revenue, ils m'ont confié une pub à faire toute seule. Une animation à faire toute seule. Alors là, gros coup de stress, mais je me suis dit, bon, je voulais de l'expérience, bah je l'ai. Voilà. Et j'étais pas toute seule, hein. Je dis toute seule, mais il y avait mon maître de stage, mais j'avais une grosse partie. Et là, bah, encore plus rentrer dans le concret. Et maintenant, je suis sur un autre projet encore, donc ça, c'est vraiment bien de faire des stages longs, parce que tu peux, surtout en animation, ouais, je dis surtout, mais en fait, non, tous. Mais faut t'adapter à un nouveau style d'anime, donc tu retentes, tu recrées, faut retrouver une nouvelle équipe, faut retrouver un rythme, c'est des nouveaux quotas, c'est un nouveau réal, et donc c'est génial. En fait, j'ai eu toute l'expérience que je voulais pour l'instant, et j'allais toucher mon micro, j'ai un réflexe, je ne touche pas mon micro, et ouais, non, ça a répondu à vraiment à toutes mes questions. Je me sens capable, du coup, maintenant de travailler dans de l'animation. Et ça, c'était mon plus gros poids sur les épaules. C'était est-ce que je suis capable? Ça t'a conforté dans ton idée et puis même dans ton envie, et en mettant justement, en te mettant toi à l'épreuve et vraiment en fait dans le grand bain, tu t'es rendu compte que d'une, c'était fun et que ça te plaisait carrément. T'étais complètement à fond et ça se sent quand on t'écoute. Et du coup, comment tu vois la suite quand là tu vas retourner en fait à l'école pour ta dernière année, alors que tu as déjà eu cette expérience? Comment tu vas mettre à profit ta dernière année? Je sais que notre directeur, il nous dit toujours, les 5e années, quand ils reviennent, ils sont toujours un peu dans la lune. Et moi, je me disais, mais je serais pas comme ça et tout ça. Mais en fait, au bout des 4 mois de la production où j'étais vraiment à fond, où je suivais mon rythme et tout ça, je me suis dit, mais je suis pas capable. Je me suis dit, je vais pas pouvoir revenir à l'école. Non, maintenant que c'est trop concret, je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Et au final, faire 6 mois, parce que comme on m'a confié d'autres choses, j'ai eu plus de responsabilités, j'ai eu des moments, je vais pas cacher, des gros moments de stress où je me disais mais je vais tout foirer, oh non en fait ça m'apporte trop de stress, c'est horrible et tout ça. Et je me suis dit mais pourquoi pas en fait la 5e année l'utiliser comme une année vraiment relax quoi, parce qu'il y a pas de quota, il y a pas de réal, il y a pas de salaire, il y a pas de pôle emploi, il y a rien du tout. Et prendre cette année aussi pour moi, pour faire maintenant que j'ai de la technique en plus, que je me suis améliorée, continuer dans la même mes danseuses et tout ça, mais avec l'expérience que j'ai, et je pense que ça peut être génial. En fait, je pense que la 5e année ça peut être génial parce qu'on sera plus productif, je pense, plus efficace en tout cas, et on aura plus les moyens de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Et la 5e année, je vais essayer de la prendre vraiment le plus relax possible. Bon, il y a un diplôme à passer quand même, mais la prendre pour moi, pour me faire plaisir dans des projets personnels, parce que l'animation, même si j'adore, ça reste du travail des fois c'est laborieux. Et ouais, j'ai hâte du coup maintenant de la 5e année. C'est un joli rebond, je trouve, que tu te donnes, où on le sent très bien, là, justement, dans ta réflexion, que à la fois, t'étais tellement à fond dans ton stage que tu te voyais pas revenir à l'école, et en même temps, tu vois aussi la chance que c'est, cet énorme bonus que c'est pour toi, en fait, mettre à profit tout ce que t'as appris, tout en prenant de l'expérience sans avoir de contraintes, pour, au final, être encore meilleur dans un an et arriver sur le marché du travail pour bosser en étant encore meilleur que ce que t'es aujourd'hui, et en ayant du coup eu vachement de temps pour aller plus loin et pour expérimenter. Trop cool, Chloé. Enfin, j'adore en fait ce genre d'interview et de parcours quand tu sens que les gens sont tellement à fond. C'est très communicatif et génial. Ah super. Non, mais c'est chouette. Et puis du coup on va conclure l'épisode ensemble. Mais déjà merci de t'être autant livré, d'avoir été aussi communicatif, je trouve, dans justement toi ce qui t'anime et ce que t'aimes autant là-dedans. Donc, merci à toi, vraiment je suis contente. Écoute, on est parti, on va le conclure ensemble cet épisode.
Où est-ce qu'on te retrouve, Chloé? T'as parlé d'un stage donc à Paris. Est-ce que t'es à Paris le reste du temps et numériquement, où est-ce que t'es? En réalité, là, je suis dans ma chambre chez mes parents en banlieue parisienne. Sinon, je suis à Amiens pour mon école. Ouais. Et sur les réseaux, bah, à part Instagram, je pense où je suis plus présente. Mon Insta, c'est Chloé FBE. Voilà. Sans accent, sans rien. Voilà. C'est tout parce que franchement, je suis pas très active. Tu t'es pas encore créé un compte TikTok pour poster tes animations? J'adore TikTok. Vraiment, j'embête mes collègues tous les jours. Je leur envoie des TikTok tous les jours. C'est génial. Ça m'a sauvé le confinement. Mais pourquoi pas l'utiliser pour justement poster des vidéos d'anime et le détourner un peu pour ce que tu fais, tu vois? J'ai vu qu'il y en avait des étudiants qui faisaient ça. C'est super. Mais je sais pas. Je préfère regarder. Ok, bah si jamais tu crées un compte TikTok, t'hésiterais pas à me le donner et on le mettra dans la description. Je te force pas du tout la main, t'inquiète. Et puis une question spéciale étudiant, ou en tout cas pour ce format-là, est-ce que tu as une question que tu aimerais bien poser en fait à un pro qui, pour le moment, reste un peu en suspens ou auquel t'aurais peut-être envie d'avoir d'autres avis que ceux que tu as peut-être déjà eu dans ton stage? Est-ce qu'il y en a une qui te vient comme ça? Ouais, ma plus grande question, c'est comment rester passionné, quoi. Comment vraiment, parce que je me dis que forcément il y a un moment où bah c'est du travail et j'ai peur d'oublier la passion en fait. Et mais je pense que ça sera qu'avec le temps. Donc vraiment c'est comment rester passionné, comment rester heureux en travaillant. Voilà. Non, c'est une très bonne question et c'est l'une des premières questions que j'avais notées sur ma liste, tu vois, quand j'ai commencé ce podcast-là, et justement essayer de voir chacun comment dans sa discipline on entretient cette flamme en nous, parce que comme tu le dis, à la fois c'est un boulot, mais c'est aussi une passion, et des fois quand le côté trop boulot et rébarbatif prend le dessus, bah tu peux oublier ce pourquoi tu le faisais et pourquoi c'était un énorme kiff. Et c'est une très bonne question. Bah écoute, c'est une grande peur. Une grande peur de si un jour l'anime devient plus qu'un travail. Non. Mais je pense que j'ai une petite réponse, c'est avec les gens, quoi. Parce que ce que je préfère, c'est partager avec les collègues. Par exemple, on rigole et tout ça. Et l'humain, c'est tellement important, en fait. Et c'est ma seule petite réponse pour l'instant. On verra dans 30 ans ce que je dis. Trop bien. Et puis bah écoute, je vais aussi la poser à ta place et puis on va voir ce qu'on nous répond là-dessus et comment justement chacun entretient cette passion alors que c'est justement notre job. Trop chouette. Et puis dernière question à te poser, qui tu aimerais entendre sur des futurs épisodes? J'y ai réfléchi un peu parce que j'ai écouté les podcasts et je me suis dit mais qui je vais dire? Et je pense que ce serait mon directeur d'école. Il s'appelle Philippe Babi. Ouais. Parce que c'est vraiment plus qu'un directeur. C'est même pas un directeur, je pense que maintenant c'est un ami, c'est un papa. Et je crois qu'il a 1000 vies dans sa vie. Et je crois qu'il vient du théâtre, il a fait de la danse. Et quand il nous parle, il essaye toujours de nous comprendre. Il veut vraiment faire naître l'auteur qui est en nous et je trouve qu'il est toujours juste, quoi. Quand je parle avec lui, j'ai des révélations à chaque fois divines de en fait faut que je fasse ça et voilà. Et j'aimerais vraiment l'écouter parler, quoi. Ok. Bah écoute, c'est un très beau portrait que tu viens de lui faire là en 2 minutes. S'il écoute l'épisode, je pense que ça lui fera plaisir. Il va me charrier quand je vais revenir à l'école, il va me charrier, c'est horrible. En tout cas, c'était très touchant et pour le coup, oui, tu lui as fait une très belle description. Bah écoute, pourquoi pas. Je te remercie en tout cas, Chloé, de nouveau pour cet épisode et ces 30 minutes qu'on a passé ensemble. On a vu plein de choses ensemble, justement, à la fois de l'anime, du stage, et justement, comment, en tant qu'étudiant, vous mettez ou pas à profit ces stages, est-ce que vous en attendez, et comment peut se passer derrière un retour à l'école. Bah écoute, merci encore. Et puis, on a balayé grâce à toi plein de sujets. C'est très très bien et 30 minutes très très dense, donc génial. Canon. Je suis trop contente. Bah écoute Chloé, on se redit à très vite et puis encore merci. Salut. Salut. Coucou Giancarlo, bienvenue sur Gizmo pour cet épisode spécial étudiant. Je suis ravie de t'accueillir. Ben merci, ça me fait plaisir.
Je veux bien que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent. Aussi, que tu nous dises par quelle école t'es passé et pourquoi t'as décidé de faire de la 3D, ce métier ou en tout cas déjà ces études. Avant de commencer, je te précise que je suis belge, si jamais ça ne s'était pas encore entendu à l'accent. Donc voilà, j'ai fini comment on appelle ça l'équivalent? J'ai eu mon bac, tu vois. Après ça, je me posais vraiment la question de ce que j'allais faire. Entre le scientifique, contrairement à certains qui dès le départ, comme j'ai déjà entendu dans tes podcasts, où ils savent dès le début ce qu'ils veulent faire et déjà petits et ils finissent par arriver où ils s'étaient donné l'objectif d'arriver. Moi, je savais pas du tout vers où j'allais aller. J'ai quand même décidé d'aller vers le milieu artistique parce que voilà, j'avais un intérêt pour le dessin. C'est comme ça que j'ai intégré une école qui s'appelle la Haute École Albert Jacquard à Namur, donc en Belgique. C'est là que j'ai découvert la 3D en fait, parce que j'étais pas du tout familiarisé ni au numérique, c'était vraiment une démarche dans le but d'intégrer une école artistique, mais en étant très éloigné j'avais jamais touché à Photoshop ni quoi que ce soit. CTRL-C, CTRL-V, tu vois, c'était pas encore super acquis pour moi. Là, ça a été un parcours qui a été. J'ai découvert la 3D et en même temps, je m'y suis pas trop. J'appréciais, tu vois, l'outil, la découverte de l'utilisation des logiciels, le côté artistique, mais j'ai eu du mal à faire ma place dans cette école pour plein de raisons, j'imagine. Une raison en tout cas que moi je donne, c'est le côté où tu arrives, surtout que j'étais dans une option jeu vidéo, et j'ai vraiment intégré, tu vois, un milieu en fait, pas juste une option, un centre d'intérêt, c'était vraiment un milieu avec ses codes, avec son identité, et j'ai eu du mal à m'intégrer à ça, où je te dis, moi j'ai vraiment intégré ça dans une démarche, j'aime le dessin, j'ai envie de faire quelque chose d'artistique, et j'avais l'impression que j'étais dans un milieu qui était assez fermé, ou c'est peut-être un peu cliché ou caricatural de dire ça, mais tu vois, il fallait parler voilà, les discussions, c'était par rapport aux jeux vidéo, je me sentais oppressé là-dedans. J'ai eu du mal à y faire ma place. Et en plus de ça, je pense que j'étais dans une période de ma vie aussi où j'avais plus envie j'avais envie de m'ouvrir et j'avais pas envie de me protéger derrière un écran, tu vois. J'avais envie de m'ouvrir aux autres, et donc c'est toutes des choses qui ont fait que au bout d'un moment, j'ai quitté cette école-là, je me suis complètement réorienté. J'ai fait des études en éducation spécialisée. Là, j'ai fait mes 3 années, j'ai été diplômé, ça fait déjà quelques années que je bosse en tant qu'éducateur spécialisé, où j'interviens auprès de mineurs qui ont commis des faits de délinquance. Et c'est vraiment un métier qui me passionne aussi. Mais du coup, pendant tout ce temps, j'ai vraiment fait une croix sur tout ce qui était artistique, et ça a fini par me manquer. Et, euh, et j'ai essayé de m'y remettre en parallèle de mon taf, mais j'ai eu du mal parce que je suis du genre à avoir 50 000 passions, à me lancer dans 50 000 choses à la fois, et à m'intéresser à tout et au final à ne rien faire. Et, euh, et donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je structure un petit peu mon apprentissage, et j'ai décidé d'intégrer l'Institut Artline. C'est une école qui propose une formation en ligne, 100% en ligne. C'était c'était une option qui me permettait de pouvoir faire mon taf à temps plein et de suivre en parallèle cette formation. Donc j'ai fait mes années là, j'ai été diplômé, c'était quand? C'était Et en... du coup, attends, j'ai une question. Tu viens de nous raconter que tu as un peu du mal, ou en tout cas, c'est un peu ton défaut, de lancer plein de trucs, mais pas forcément de les finir, et d'avoir ces idées qui te viennent, mais de vouloir les commencer et de pas forcément aller au bout. Là, dans une école où, au final, si toi, tu n'as pas envie, ou si tu te mets pas en fait à ces cours-là, sachant que c'est du distanciel, la barrière, elle est encore plus haute, tu vois, en termes d'investissement, ça demande une discipline qui est beaucoup plus haute que les autres écoles où on
t'attend de 9h à 18h et où tu as un prof qui est en physique. Comment tu t'organisais pour suivre ces cours en parallèle de ton taf et quel, je sais pas, mécanisme tu as mis en place pour au final réussir à avoir ton diplôme alors que tu avais des contraintes qui étaient peut-être un peu plus importantes que d'autres? Ouais. Mais malgré cette difficulté à me structurer, je suis quand même quelqu'un qui apprécie l'apprentissage en autodidacte. Et, euh, et en fait, ça me permettait Ok. d'avoir une structure où je suivais un cours puis l'autre et pas essayer de tout faire en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. C'était difficile à jongler, mais je suis pas le seul enfin, apprenant qui avait un taf à côté. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident à gérer. Ce que j'ai tendance à faire, moi, et c'est pas forcément une qualité, mais je pense quand même que dans ce cas-là, ça m'a servi et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. C'est que je prends le contenu, je pratique pas forcément, mais le contenu, il me reste en tête et je sais que je vais savoir l'utiliser au moment où réellement je vais mettre les mains à la pâte, tu vois. Et, euh, et c'est un petit peu à l'opposé de tout ce qu'on dit, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer, et je le pense aussi. Mais en tout cas, ça me permettait de limiter mon investissement de temps tout en emmagasinant certaines connaissances, quoi. Et de rendre les travaux au moment où je devais les rendre et de savoir donner ce petit coup de boost au moment où c'était nécessaire. Mais ouais, c'est le fait d'emmagasiner certaines connaissances sans avoir à les pratiquer qui m'ont permis de gagner du temps, tu vois, de grignoter certaines heures à tel et tel moment pour pouvoir jongler entre les deux. Ok. Ouais, cette gestion vraiment du temps où tes heures étaient précieuses, donc bah, c'est certain que tu les mettais pas dans la pratique, mais pour pouvoir les mettre sur des rendus ou des exos qui étaient attendus et vraiment être le plus intelligent dans cette gestion de ces heures qui a été si précieuse. Je t'ai coupé, tu finissais par expliquer que tu étais à la fin de tes études. C'est une école en 3 ou 5 ans? C'est une école, ben il y a une année préparatoire et puis tu fais les 2 années, donc le bachelor 2, la bachelor 3. J'ai intégré la 2 directement. J'ai pas fait l'année préparatoire parce que j'avais ben, certains acquis qui m'ont permis d'intégrer directement la deuxième. Ce qui m'a permis d'aller au bout aussi, c'est que l'école permet quand même une vraie flexibilité et est à l'écoute aussi de la réalité de chaque étudiant parce que comme c'est un format en ligne, ça s'adresse pas à n'importe quel public et donc il y a des personnes qui étaient jeunes mamans et qui essayaient de jongler entre la formation, le fait de s'occuper d'un petit et voilà, c'est une école qui permet en tout cas une souplesse, ce qui n'aurait pas été possible si j'avais suivi dans une formation à temps plein, quoi. Et à la fin de tes études, du coup, vers quoi tu t'es orienté? T'en es où aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu recherchais en ayant fini ta formation comme type de job? Dans quelle boîte, studio tu te voyais et qu'est-ce que tu voulais faire? Mais déjà, je pense que la formation, elle m'a aidé à définir un projet pro. Parce que, ben, comme je t'ai dit, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Et dès que je m'intéresse un petit peu à Houdini, ben, j'ai l'impression que j'ai envie de faire du Houdini toute ma vie. Et puis, je m'intéresse un petit peu à autre chose. Et c'est ça que je veux faire toute ma vie, tu vois. Et j'ai du mal à savoir estimer ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. Et cette structure et cette discipline m'a permis de me rendre compte que, ben oui, j'aime bien tout, mais il y a certaines choses que j'aime au point d'en faire un objectif professionnel. Euh, et ça, c'est ben, le modeling, le art surface et en particulier, c'est surtout l'organique en fait, le caractère, la créature qui m'intéresse. Après, ici, depuis que j'ai eu fini la formation, ben, je suis en train de préparer cette reconversion parce que je suis toujours en Belgique à temps plein là, à mon boulot actuel. L'objectif, c'est vraiment de prendre le temps, de ne pas me précipiter non plus et de prendre le temps de préparer cette réorientation, donc de bosser sur des projets personnels, me créer un portfolio et, euh, et quand je me sentirai, ben, quitter mon taf et me lancer complètement là-dedans. Je me suis vraiment posé la question si
si qu'est-ce que j'en faisais de cette 3D, si c'était en plus de mon taf, comme en tant que freelance. Enfin, c'était toutes des questions que j'avais dans mon parcours. Et là, je me rends compte que non, j'ai vraiment envie de me lancer dedans et d'être disponible à cette activité-là. Et, euh, et en fait, ce que je fuyais un petit peu dans la première école par laquelle je suis passé, où tu intègres un milieu auquel faut un petit peu s'adapter. Je l'ai fui et maintenant je pense que j'ai un petit peu besoin de ça parce que ben, c'est quand même une passion où je me sens un petit peu isolé aussi ben, auprès de mes potes et tout ça. Enfin, il y a personne qui, tu vois, qui est là-dedans et qui, enfin non, tout mon réseau c'est surtout du réseau virtuel, tu vois. Donc là, j'ai quand même le sentiment d'avoir besoin de me rapprocher de ce milieu-là pour me sentir nourri dans cette passion-là et être nourri par les autres. Et donc oui, j'ai vraiment envie de me reconvertir complètement, quoi. C'est intéressant là dans le cas d'une reconversion justement, toutes les questions que tu es amené à te poser, c'est-à-dire l'équilibre, est-ce que ça reste juste une passion à côté? Est-ce que, tu peux faire 2 boulots en même temps et donc commencer en freelance? Est-ce que tu veux vraiment switcher? Si tu switches, ça dépend, bah, aussi quelque part que tu as assez de boulot et donc de nouveau consacrer du temps à développer ce portfolio comme tu l'expliques. Hem C'est beaucoup de questions que des étudiants qui sortent du bac et font une école ont pas à se poser parce qu'ils n'ont pas toutes ces contraintes comme toi en fait et ils n'ont pas à jongler en fait avec tout ça. Tu as l'air de justement t'être posé beaucoup de questions sur ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Comment tu vois justement la suite une fois que tu auras ton portfolio? C'est quel type de boîte toi qui t'attire? Vers quoi tu as envie de te diriger? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Euh, ouais, c'est vrai que des questions, je m'en suis posé 1 million, je continue à m'en poser et des fois ça donne quand même mal à la tête. Mais ici, l'objectif, c'est pas tant la boîte, c'est plutôt le projet, l'univers qu'elle essaye de véhiculer. Il y a ce côté, tu vois, toujours création, identité artistique aussi qui fait que je suis intéressé ou pas par le truc. Euh, alors forcément, bah, il y a certains studios qui me tentent pour certaines raisons, d'autres bah, pour d'autres raisons. Euh, et j'ai du mal encore à imaginer comment va débuter ma carrière, mais je pense que oui, j'ai vraiment envie de participer à. C'est vraiment ça en fait qui m'anime, c'est le fait de participer, tu vois, à un projet qui me dépasse et qui est grand et tu participes à ça et c'est un truc qui va véhiculer de l'émotion aux gens, qui va véhiculer du rêve ou plein de choses. Et ouais, je pense que c'est vraiment participer à un truc qui a autant de portée qui m'intéresse. Et t'as un exemple concret d'un projet où justement tu aurais l'impression qu'il est plus grand que toi et qu'il te dépasse et pour lequel tu aurais des étoiles dans les yeux d'y participer? Mais c'est large. Je suis pas fermé, tu vois, à un truc en particulier, mais s'il y a, ça peut passer soit par du film, du long métrage, ou ben, il y a une, euh, une histoire, tu vois, qui porte un certain message, qui porte des émotions, qui porte toute une série de choses. Le genre de truc que j'aimerais bien voir et qui me fait ressentir des émotions, en fait. Euh, ou alors, euh, ou alors des choses me font découvrir des univers enfin, qui me fascinent. Donc, enfin, il y a plein de studios qui peuvent m'intéresser. Si je dois quand même te donner des exemples plus précis, pour quand même sortir des noms, c'est ben, chez Illumination, c'est des choses ils ont des projets quand même qui me parlent. Euh, dans un tout autre style, ben, tu as Unity Image qui propose du contenu avec une top qualité et avec des univers qui sont top aussi. Donc ça aussi, ça me parle. C'est la démarche artistique qu'il y a derrière qui m'intéresse. Ok. Et ça a beau être dans des univers justement très différents, ça reste des gros projets et derrière parce que
le projet peut-être assez inédit, tu y vois une dimension artistique et donc c'est par ce biais-là que toi, ça t'attire et ça fait partie des raisons que tu donnais au début, qui te, tiraient ou t'attiraient vers, tel ou tel milieu ou tel studio, c'est ça? T'as tout compris. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, parce que tu disais il y a plein de raisons pour lesquelles je peux être attirée, ce serait quoi les autres raisons? Euh, En termes de rendu visuel, en termes de narration, en termes de à qui s'adresse le public, dans quel but a été créé ce projet. J'ai l'impression que je suis fermé à peu de choses en fait. La publicité, ça me botte pas trop. Je crois que c'est le seul truc qui me fait pas rêver. Mais si ça raconte une histoire, enfin après tu peux raconter de l'histoire dans de la dans de la publicité, mais, euh, mais ça n'a pas la même portée, ça n'a pas le même objectif et ça n'a pas la même raison d'être, tu vois. Il faut que ça me parle aussi au-delà de ça. OK. On se discutait en off, juste avant d'enregistrer, l'usage un peu que tu voyais de la 3D, qui était pas seulement dans le divertissement, mais qui peut être, exploité dans d'autres domaines. Tu voyais quoi derrière, cette réflexion-là? À savoir, la 3D pour toi, elle peut avoir quel autre moyen et comment elle peut être utilisée? Mais j'ai envie de faire, d'avoir de l'expérience dans l'industrie, mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a aussi d'autres idées que j'ai derrière la tête, où j'ai envie peut-être de joindre ce que je fais actuellement. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis éducateur avec des mineurs. Euh, je me dis que ça peut être un outil super puissant où il y a des choses qui existent, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui n'existent pas et qui sont encore à créer. Et j'ai des idées. Pour l'instant, c'est pas encore très concret dans ma tête, mais proposer par exemple un projet sur une durée d'un an avec un groupe de jeunes qui sont en décrochage scolaire, par exemple, tu vois, euh, et créer un court métrage avec eux. Je pense que ça peut être plein d'enseignements à plein de niveaux différents. Euh, En termes de réflexion que tu vas proposer, en termes de recherche de sens, en termes de qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Donc il faut aussi qu'on s'intéresse un petit peu à toute une série de choses. Et donc il y a toujours ce côté, cette double casquette de enfin, en équipe évidemment, mais on vous transmet certains savoirs plus techniques, mais à côté de ça, il y a tout cet apprentissage en parallèle qui est plus de l'ordre de l'éducation, bah, de réflexion, d'introspection aussi, parce que si on veut transmettre des émotions, peut-être que c'est aussi l'occasion avec certains jeunes de réfléchir sur leurs propres émotions et d'amener toute une série de choses, de faire participer les parents à ce genre de projet, d'amener des groupes de parole pour aussi libérer enfin, ouvrir une discussion entre ces différents jeunes. Enfin, il y a plein de choses que j'ai en tête et qui feraient un petit peu la jonction entre mon taf actuel qui me plaît et ma passion aussi pour la création numérique. Ouais. Mais je pensais pas que, comment je vais le formuler? Je C'est fou en fait le pont que toi tu arrives à voir entre aujourd'hui tes 2 métiers et cette réflexion ou en tout cas ces moyens et d'utiliser vraiment la 3D au final comme un moyen de communiquer avec eux pour leur transmettre en fait une éducation qui est beaucoup plus large et remettre peut-être justement la notion de groupe, de travailler ensemble quand justement ils sont en décrochage et que des méthodes traditionnelles n'ont pas en fait fonctionné. Je trouve ça plutôt une très bonne idée et c'est génial si jamais en fait tu arrives à allier au final ces deux passions et ces deux métiers, je trouve que c'est assez inédit et c'est chouette et on en revient à plusieurs réflexions des épisodes précédents, à savoir designer un peu son job de ses rêves. Tu es clairement dans cette voie-là, à savoir tu crées un nouveau boulot, un truc qui te correspond à toi, mais totalement à 100%, tu vois. Et ces trucs-là, bah, faut avoir un peu de courage et il faut le faire, mais à la fin, ça te correspond à 100%, normalement. Surtout si ça combine tes deux passions. Ouais, ouais. Ça rajouterait cette notion de sens que je recherche constamment Mm. et ça mettrait certaines valeurs qui sont centrales pour moi au cœur d'un projet
où le but, c'est pas juste de faire des sous, tu vois. Et, euh, et même si j'ai envie d'avoir cette expérience dans l'industrie, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose avec des outils aussi puissants que ça, quoi. Mm, mm. Une dernière question, est-ce que tu as justement un peu cherché dans cette voie-là, à savoir des boîtes qui sont pas forcément dans cette industrie du cinéma, mais plus côté service ou éducation et qui se basent sur justement d'autres outils pour éduquer et être beaucoup plus vers l'apprentissage, et c'est par la 3D ou par le biais de d'autres moyens. Est-ce que tu as fait des recherches là-dessus? Est-ce que tu as trouvé des choses si c'est le cas? Ouais, il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent. Euh, il y a plein de médias qui sont utilisés pour amener une réflexion auprès quel que soit le public d'ailleurs. Euh, il y a l'écriture. J'ai un ancien collègue qui lui utilisait le slam. Donc ça aussi, ça aussi une démarche artistique, mais avec une autre portée que l'activité en soi, quoi. Il y a autre chose derrière. Euh, dans mon boulot précédent, il y avait aussi un projet, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était aussi un groupe de jeunes ados qui étaient formés, et il y avait la création de petits courts-métrages, mais c'était des courts-métrages filmés. Et, euh, et je pense que c'est en piochant un petit peu dans tout ça aussi que la réflexion, elle mûrit de mon côté aussi, et où il y a des idées qui émergent, quoi. Oui, et puis ça reste, comme tu le dis, une réflexion, et il va falloir encore que tu te poses des questions, et puis tu vas aussi un peu plus te connaître et savoir ce que tu aimes ou pas là-dedans, et progressivement, ça affine aussi ta vision de toi, comment tu te projettes, mais aussi tu cultives cette passion, et au contraire, ça la réoriente vers des choses que tu continues d'apprécier à faire et d'autres que tu apprécies peut-être un peu moins avec le temps à faire, ou en tout cas que tu préfères laisser à d'autres et peut-être déléguer ou monter ou te réorienter. Mais pour ça, il y a plein de postes dans l'industrie, et c'est aussi là où chacun peut trouver clairement sa place. Euh, j'ai une question à te poser, je vais un peu la reformuler comparée aux épisodes un peu précédents. Qui t'a bien apprécié entendre lors des épisodes précédents, et du coup, qui t'aimerait entendre par la suite? Parce que tu parles de modeling ou de créature, il y en a eu quand même pas mal jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'était un de ceux-là que tu as beaucoup apprécié ou... C'est sûr qu'il y a certains noms que j'ai découverts et d'autres que je suis déjà depuis un moment, et donc je suis leurs travaux, mais c'était chouette d'entendre ce que eux avaient à dire, comment s'est passé leur parcours. Ben, euh, Dernièrement, t'as eu une discussion avec Michael Lelièvre. Ça, c'est un mec aussi qui a une démarche qui m'intéresse. Gaël Kirschenbaum, qui aussi dans autre chose. J'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer une fois, et j'avais un petit peu discuté avec lui. Et ce qui me passionnait aussi, c'était, tu vois, le fait que t'as certaines personnes, elles font de la 3D pour faire des créatures et faire enfin, c'est juste t'as l'impression que ils veulent faire ce qu'ils connaissent en termes d'univers, en termes de plein de choses. Lui, tu vois que c'est un mec qui est passionné, pas forcément par la 3D exclusivement. Il y a toute cette recherche scientifique qu'il y a à côté, et qui fait que moi, ça me passionne. Quand j'entends des mecs comme ça, j'écoute, quoi. Ça me passionne réellement. Euh, et qui j'aimerais entendre? Il y a plein de personnes. Ici, j'avais préparé aussi euh, plusieurs noms. Il y a une personne peut-être que j'aimerais bien entendre, c'est Cyril Rocklen, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai déjà vu ses travaux. Je pense il a été mentor dans l'école New Age, et il fait de la sculpture traditionnelle. Je pense il est mentor dans la prépa avant de se lancer dans le numérique. Donc, ce pont qui est fait en tant que mentor entre je propose une activité artistique traditionnelle pour des étudiants qui vont en faire du numérique.
ça m'intéresserait d'entendre aussi sa démarche. Ok, trop bien. Question inédite pour la fin, et ce sera pour les spécial étudiants. Quelle question t'aurais bien aimé poser, que ce soit, tu vois, à Gaël ou au Mickaël ou à d'autres ou à des futurs interviewés? Une question qui, des fois, n'est pas posée et t'es un peu frustré en me disant cette question, elle mériterait d'être posée, j'aimerais bien savoir ça sur eux. Hmm. Une question, mais je pense que c'est propre à mes difficultés à moi, c'est comment réussir à entretenir, enfin, à se spécialiser dans quelque chose d'assez spécifique et continuer à entretenir une curiosité Mm. très large. Tu vois, parce que moi, c'est vraiment une Ouais, je difficulté comprends. que j'ai constamment, c'est de me focaliser sur une activité spécifique parce que je pars toujours dans tous les sens, comme je te l'ai dit au tout début, et j'ai beaucoup de mal à jongler là, avec ça. Et, euh, et quand tu vois que ces personnes, bah, elles sont tout aussi curieuses et intéressées que moi, mais qu'elles arrivent quand même à, à se spécialiser, pour l'instant, c'est encore un petit peu un mystère. Ouais, je comprends. Cet exercice d'équilibriste, à la fois d'être très bon et très spécialiste, et en même temps d'avoir une culture tellement large, d'être tellement intéressé par plein de choses que ça te nourrit, et du coup, bah, ça nourrit, et t'en es un meilleur spécialiste, et t'as pas juste une vision étriquée de ce que tu fais, mais au contraire une vision très large. Et pour moi, c'est une espèce de jeu d'équilibrisme. Mais ok, je note, et ça sera mis sur les prochaines questions. Trop bien. Où est-ce qu'on te retrouve? Tu as dit que tu étais en Belgique. Un peu plus précisément, où est-ce que c'est? Ou est-ce que tu veux pas dire parce que tu as peur que des gens viennent frapper à ta porte? Et où est-ce qu'on te retrouve numériquement? Ah oui, mais si je passe sur Gizmo, peut-être que je suis devenu une superstar, mais je pense pas quand même. Je pense que je me sens suffisamment en sécurité pour te dire que je viens de Mons. Euh, je viens de Mons, mais ici, euh, ben, j'ai encore peu produit depuis que je suis sorti d'école, mais tout ce que ici, en préparant cette réorientation, le but c'est vraiment de bosser sur des projets personnels et tout sera sur mon compte AirStation. Et le but c'est quand même de quitter Mons et d'aller explorer ce qui se fait ailleurs. Peut-être à Paris un jour. Trop bien. Bah écoute, je te le souhaite, et puis je te souhaite aussi de trouver le temps et de bosser à fond ton ArtStation, et je mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui veulent suivre ton évolution et voir tes différents travaux. Et puis n'hésite pas à faire signe quand tu passes sur Paris et que tu auras fait le grand saut dans le grand bain. Je te remercie. À très vite. Et puis encore merci pour nous avoir un peu livré justement qui t'étais, ta vision du milieu, est-ce que vraiment tu te restes encore à découvrir, et les questions que tu te poses encore à l'heure actuelle. Pour ça, un grand merci, et puis à très vite. Salut Giancarlo. Salut. On va commencer direct et on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux bien que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent, puis tu nous racontes le tout début, savoir comment t'es rentré dans cette école, qu'est-ce qui t'a plu, et peut-être comment t'as fait ta sélection, enfin, comment t'es arrivé là. Ok, alors du coup je suis Cindy Lartigue. Je suis actuellement première assistante chez Faust sur la série Sam Sam. Alors, comment je suis arrivée là maintenant au bout de 2 ans post-études? Je suis arrivée parce que déjà, comme beaucoup de gens, j'étais passionnée depuis très jeune. J'ai voulu faire une école assez tôt. En fait, dès le collège, j'ai su qu'il y a des écoles artistiques qui existaient. Et du coup, j'étais dans un petit collège de campagne du sud où j'ai commencé à demander dès mon conseiller d'orientation quand j'étais en quatrième à dire voilà, j'aimerais faire des études artistiques. Je me suis fait plus ou moins jeter en mode non, en fait, c'est pas une super voie, ne faites pas ça, c'est dangereux, est-ce que c'est vraiment un métier, on ne sait pas. Du coup, j'étais un peu dubitative parce que j'ai l'impression qu'il existe beaucoup de métiers quand même, parce que déjà, en tout cas, quand j'étais jeune, il existait beaucoup de making-of. Du coup, on voyait beaucoup de métiers, des gens travailler, on se dit ça a l'air d'être un vrai travail de travailler dans l'animation. Mais comme les gens ne connaissent pas, comme même mes parents venaient pas du tout de ce milieu-là, moi j'avais personne autour de moi pour m'encourager là-dedans. Mes parents m'encourageaient en me disant c'est une passion, c'est bien,
Maintenant, prends un vrai travail au cas où. Et tu fais, bah non, en fait, quand t'es vraiment passionné depuis aussi jeune et que tu sais vraiment dans quoi tu veux aller, en fait, t'es pas bon à l'école parce que t'es pas motivé. Enfin, moi, c'est exactement. Moi, j'ai eu un cursus très chaotique. Du coup, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait une semaine au lycée et j'ai dit à mes parents, je ne vais pas rester là, je pense que ce n'est pas du tout fait pour moi. Je sais depuis que je suis très jeune où je veux aller. Et là, c'est passé un peu à un chemin du désert, dans le sens où je suis sortie du système scolaire et je me suis retrouvée face à l'inconnu parce que personne ne savait quoi faire de moi. Et j'ai eu la chance d'aller dans une mission locale. Du coup, je suis vraiment repartie de A à Z, donc un CAP, un bac pro en communication graphique. Et par la suite, des gens ont réussi à m'informer sur qu'il existait des MANA, donc des prépas artistiques. Et après, j'ai découvert le DMA, cinéma d'animation 2D à Marseille, où pareil, j'ai commencé à vraiment avoir enfin un pied dans l'animation, ce qui n'était pas facile parce que quand tu n'as pas du tout de personnes autour de toi qui t'en parlent, en fait, à part regarder des dessins animés depuis que t'es gamin, t'as aucune connaissance du milieu en fait. Et là, c'était la première bonne entrée parce que c'est en 2 ans, t'apprends l'anime 2D puis tu fais un projet. Et derrière, t'es pas complètement professionnalisé. Donc moi, suite à ça, j'ai décidé de rentrer dans une école d'animation 3D parce que je considérais que la 3D, c'était vraiment un peu ce nouveau médium. Enfin, c'était encore un peu un nouveau médium dans le sens où on voyait les Pixar, tu vois. C'était hyper chouette. Et tu fais, waouh, j'ai trop envie de faire des trucs comme ça, trop beaux, tu vois, sans savoir exactement à quoi va ressembler la technique parce que tu sais que dessiner. Et je suis rentrée du coup à MOPA au début. Du coup, c'était une école qui était assez sélective parce qu'il y avait un concours d'entrée. Moi, je suis arrivée en troisième année. Suite à ça, il y a eu une espèce de césure dans mon école. Du coup, je suis allée à l'école des nouvelles images, qui était plus ou moins une sorte de continuité de l'école 3D de MOPA, mais ailleurs. Et j'ai fini mon cursus là-bas en master. Donc ça, c'était tout mon cursus artistique. Ça a été très enrichissant parce que du coup, moi, j'ai fait un cursus pas du tout assez atypique en fait, parce que j'ai fait beaucoup d'écoles. J'ai fait ma mana, je l'ai fait dans un lycée. Mon DMA, c'était dans un lycée. Je suis allée dans une école privée. Je suis allée dans une autre école privée. Et c'est des cursus qui sont très complexes parce que moi, je viens d'un milieu plus. Enfin, mes parents n'étaient pas. Enfin, c'est des familles populaires, un peu ouvrières. Et quand tu vois les prix des écoles, tu fais non, c'est compliqué, non? Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai eu un parcours très compliqué aussi, c'est que la mana et le DMA sont gratuits. Donc, et j'avais des bourses en plus, donc ça m'a permis de rentrer dans le système par ces côtés-là. Le problème, c'est qu'ils sont très sélectifs. Du coup, il faut que tu te tues sur ton travail très tôt. Moi, que ce soit en mana, j'étais obligée de me donner sur mes exercices des jours et des nuits entières. Et ça, c'est un des problèmes qu'il y a beaucoup dans les écoles artistiques, c'est qu'on t'apprend très tôt à te dire, si tu ne te donnes pas, tout le temps, tes week-ends, tes soirées, tu n'iras pas là où tu veux. Et du coup, c'est une culture que moi, j'ai eue très tôt. Surtout quand t'as pas d'argent pour rentrer facilement dans les écoles. Et où il faut que tu rentres en milieu de parcours, donc tu dois être bon. Et en tout cas, tu dois essayer de l'être. Et moi, je suis rentrée un peu comme ça, par ces biais-là, où j'ai pu, par ma classe sociale, quand même rentrer dans des écoles qui sont assez privilégiées. Et je considère que je suis aussi privilégiée d'avoir pu y rentrer, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas l'espérer, de par beaucoup de choses. Parce que je pense que la chance que j'ai eue, mine de rien, c'est que même si mes parents faisaient pas partie du milieu et m'avaient plus ou moins dit on n'est pas trop pour, quand ils ont vu que j'étais épanouie dans le milieu, ils m'ont dit ok, c'est bon, fais ce que tu veux, on est derrière toi, comme on peut. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé très tôt aussi pour économiser, parce que c'est très cher. Parce qu'on parle beaucoup des écoles, mais on parle pas souvent de l'à côté, le loyer, la bouffe, le matériel, toutes ces choses-là. Et la vie culturelle que tu as besoin aussi d'avoir pour te nourrir et t'enrichir. Et voilà, et moi, du coup, typiquement, j'ai fait des prêts. Des prêts, c'est plus compliqué qu'on croit avoir, et je trouve que c'est quelque chose qui est important à dire aux personnes qui n'ont pas les budgets pour l'école, parce que souvent on te dit ah mais tu fais un prêt et c'est réglé. Moi, on m'a refusé plusieurs fois les prêts parce que mes parents ne gagnaient pas assez d'argent. Et ça, c'est une ironie de la vie. Et j'ai eu d'ailleurs un jour un intervenant pendant un concours d'école que j'ai raté qui m'a dit il m'a dit, tu sais, quand on n'a pas un niveau social qu'il faudrait, des fois, il faut changer de voie. Et ça, c'est très choquant à entendre quand tu as, enfin, je sais pas, je devais avoir 20 ans, qu'on te dise, en gros, tu n'es pas, tu fais pas partie de l'élite. Tu vois, tu ne fais pas partie de, tu n'es pas, tu fais pas partie de cette catégorie de personnes qu'il y a dans les écoles.
sans faire de généralité, parce que les écoles n'ont pas que des personnes issues de la bourgeoisie ou des choses comme ça, hein, heureusement, mais c'est pas toujours facile d'y rentrer. Moi, c'est pour ça que les écoles parisiennes, je m'y suis même pas tournée, en fait. J'ai même pas tenté le coup, parce que quand tu y rentres, tu fais mais je ne me sens pas à ma place. Et encore, moi, je suis blanche, tu vois. Du coup, j'ai eu beaucoup de personnes et d'amis racisés que j'avais l'impression que c'était compliqué. Et ça, c'est quelque chose que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes dans les écoles quand même. C'est qu'aujourd'hui, les écoles privées sont très élitistes, très demandeuses de dossiers. Et que tout le monde peut pas avoir ces dossiers-là, hein, entre nous, quand tu viens de petites écoles, que t'as pas une bonne formation, que t'as pas été aidé, t'as pas été guidé. Du coup, il y a, voilà, le cursus scolaire, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je trouve qu'il devrait vraiment être modifié. Peut-être qu'on devrait mieux se renseigner, peut-être qu'on devrait mieux renseigner les plus jeunes aussi au collège, de parler de ces professions-là qui existent, qu'on parle aux personnes qui n'ont pas forcément que des bonnes notes et qui juste, on te dise, bah, t'es passionné, mais vas-y, tente-le, quoi. Il existe des formations, moi j'ai fait une formation professionnelle et tout le monde me disait, mais c'est nul les formations professionnelles, tu vas rien trouver avec ça, c'est les cassos qui y vont. Mais ce genre de cliché, mon Dieu, mais c'était honteux. Du coup, quand tu rentres dans une école privée, tout le monde te dit qu'il a fait un bac art technique, un bac, tu vois, L, S, et toi, tu viens d'un bac pro, et les gens, ils sont, waouh, mais pourquoi t'es là? D'où tu viens? Et tu fais, et t'es là en mode, non, mais les gars, tout le monde ne peut pas rentrer dans un bac technique, enfin, en tout cas, art plastique, parce que déjà, il n'y en a pas partout. C'est clair. Et c'est déjà très demandé aussi. Et tu montres que là, justement, venant d'un milieu où justement tu n'étais pas aidé financièrement par tes parents et même justement avec ces bourses, c'était très compliqué d'avoir de prêt, tu as réussi à dessiner un chemin alternatif par justement ces formations-là, de bac pro, puis ensuite d'école publique, qui était certes elle aussi très élitiste sur un autre mode de fonctionnement, à savoir la sélection par les travaux, et c'était dur d'y rentrer mais c'est dur d'y rester. Et malheureusement, ça a pris peut-être un peu plus de temps qu'un parcours très traditionnel, mais ça t'a permis progressivement, en fait, toi, de rentrer dans ce milieu, de aussi affiner ton parcours et savoir vraiment ce que tu voulais, derrière te donner les clés et le temps pour entrer dans une école privée et terminer ta formation. Quand tu te retrouves justement à devoir toquer à la porte de plusieurs banques pour avoir ton prêt, comment t'arrives finalement à décrocher? D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence que, enfin, la 5e ou la 6e personne t'a dit? J'ai demandé moins. C'est ça qui a fonctionné. C'est qu'il y a un moment, en fait, juste, le prêt, en fait, il est mis parce que tu dois avoir des garants. C'est ça, en fait, le truc. C'est que tes garants doivent gagner un certain montant ou en tout cas posséder assez de matériel, patrimoine, tout ça, pour couvrir le fait que si tu ne peux pas rembourser ton prêt, eux peuvent. Moi, je pouvais pas parce que déjà, j'avais plus que ma mère parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon père. Et du coup, les banques étaient pas chauds pour qu'il y ait juste ma mère qui puisse me couvrir, surtout que j'avais encore une sœur derrière qui allait faire des études. Donc, ce qui a joué, c'est que j'ai demandé moins. À la base, je demandais 25 000 euros à peu près, et finalement, c'est descendu à 15 000. Donc, ça ne couvrait que mes frais scolaires. Ça couvrait plus mon loyer, ça couvrait plus rien. Du coup, j'ai dû vraiment jouer que sur mes économies que j'ai fait pendant que j'ai travaillé pendant toutes ces années, pendant toutes mes vacances. Et j'ai continué à travailler parallèlement, du coup, pour couvrir ça. Et j'ai aussi ma mère qui a réussi à me soutenir sur sur les dernières années avec un peu les moyens qu'elle avait. Mais c'était très chaud. J'ai failli pas faire ma dernière année en fait. Il y a vraiment eu ce moment où s'est posé ma dernière année en disant j'ai les moyens pour faire ma dernière année d'études et on a poussé le truc, on a réussi. Et l'école aussi a été. Ça, c'est quand même important parce que l'école des nouvelles images, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont créé leur école, ils n'avaient plus accès aux bourses que MOPA avait à l'époque. Et ils ont réussi à mettre en place un système boursier en faisant des réductions de tarifs d'études. Et moi, étant donné que voilà, j'avais pas forcément les moyens, j'ai eu accès à ça. Tout le monde n'y avait pas accès. C'était vraiment pareil, très choisi, très trié sur nos conditions de vie, nos familles, tout ça. Mais moi, c'est que comme ça que j'ai réussi, en fait, c'est en demandant pas beaucoup et en débattant beaucoup avec ma banque, parce qu'en plus, c'était une banque que j'y étais depuis toujours, qui ont fini par accepter. Et j'ai d'ailleurs eu un retour de la directrice de banque à un moment qui m'avait gentiment dit oui, vous savez, vous aviez qu'à mieux choisir votre niveau de vie de base, non? Et tu dis, mais c'est incroyable qu'on nous dise ça quand on est jeune. Enfin, moi, ça me choquait tellement de me dire, mais si moi, on me dit ça à moi, qui est blanche, qui a quand même eu des privilèges de vie. Je me dis, mais des gens qui n'ont vraiment pas eu ça, mais du coup, comment tu veux
ta motivation et ta passion, elles disparaissent totalement. Genre, tu te dis, mais le milieu, c'est ça en fait, le milieu, c'est que des histoires d'argent. Tu fais, mais c'est fou quoi. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup choquée, mais heureusement, j'avais beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille, l'école aussi qui était quand même humaine et bienveillante là-dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à aller là où je suis et qu'aujourd'hui, j'ai aussi ce niveau-là d'études, mais ça partait quand même de loin. Ouais, tu m'étonnes. Et là, tu nous le retransmets pas mal. C'est-à-dire que il y a une porte d'entrée, et la porte d'entrée, c'est un peu le porte-monnaie ou ce qu'on est capable de mettre pour financer ses années d'études, et en fonction, justement, de la situation familiale, c'est plus ou moins facile d'y accéder, et ça donne des parcours comme ça, comme les tiens, un peu atypiques, pour au final réussir à prendre sa place, saisir sa chance et tracer sa route qui est pas toute droite et toute tracée, mais pour lequel il faut un peu se battre. Comment tu finis du coup tes études et comment tu passes le cap de la vie active et essayer de faire cette fois-ci ta place dans le milieu professionnel une fois ton diplôme en poche? Alors, le diplôme se termine après une année à faire un film de fin d'études en équipe. Là, on commence à nous parler du coup vraiment professionnellement. Tu commences à décider aussi de ce que tu as envie. Tu dis, bon, au bout de tant d'études, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'étais en école 3D et j'ai décidé d'aller dans le board. Du coup, voilà, du coup, il y avait déjà cette complication-là que, en fait, tu sors d'une école technique, donc on attend de toi que tu fasses de la technique 3D principalement. Et moi, j'avais aimé ça, mais j'avais surtout aimé la réalisation, tout ça, tout le board. Et quand je suis sortie, du coup, la première chose à faire, c'est ton portfolio, ton book. Tu vas beaucoup te servir de ton film de fin d'études. C'est beaucoup vendu comme ça aussi à l'école, c'est qu'on te dit, tu vas te vendre avec ce film, donc donne-toi pour ce film. Et du coup, c'est ce que tu fais. Et c'est compliqué parce que tu sors d'une année où tu es extrêmement fatigué parce que comme tu t'es beaucoup donné, tu faisais des journées de 15 heures parfois, tu bosses à côté. Encore la dernière année, j'ai réussi à m'en sortir par moment, à pouvoir faire des pauses, mais j'avais un ami qui travaillait tous les midis. On le voyait faire des siestes du coup le soir. C'est incroyable. Et ouais, et tu sors d'une année, t'es épuisé, mais là du coup tu dois chercher du boulot parce que moi typiquement j'avais un prêt remboursé dans 2 mois. Donc il a fallu que je cherche très vite. Et moi du coup quand je suis sortie de l'école, je me suis dit non mais depuis le début l'école me dit que enfin les écoles en général aussi et les professionnels nous disent ah c'est l'âge d'or, vous allez trouver très vite du travail, on va venir vous chercher. Et du coup quand ton jury arrive, tu te dis ça va se passer comme ça, tu vois. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a pas de personnes qui viennent toquer chez toi en te disant tu veux que je t'embauche. Non non, ça se passe pas du tout comme ça. En tout cas pour la majorité des personnes que je connaisse non plus. C'est peut-être arrivé dans 2-3 cas. Et tu te dis l'école joue un peu là-dessus, surtout, enfin, j'ai l'impression que toutes les écoles, en fait, et je pense que c'est normal parce que c'est des entreprises, te disent, vous venez dans votre école, vous allez trouver du travail tout de suite derrière, quoi. Et c'est normal, c'est un des meilleurs arguments de vente. Et, et en fait, quand ça t'arrive pas, tu te dis, c'est quoi le problème? C'est moi. Tu te dis, c'est moi qui n'ai pas un bon niveau, du coup, ça veut dire que j'ai fait 5 ans d'études pour rien, que ça va me servir à quoi tout ça, que du coup, moi, j'ai dû même repenser à chercher un travail alimentaire au début, et tu te déprimes parce que tu te dis, en fait, j'ai passé tellement d'années à galérer pour ça que maintenant que je regalère, tu fais non, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est juste que c'est normal. Au début, moi, je pensais que c'était pas normal. Et en fait, juste le milieu, à un moment, quand tu finis par y rentrer, moi, j'y suis rentrée au bout de 8 mois après mes études, les gens te disent, mais c'est normal en fait de mettre du temps à rentrer dans le milieu. Des fois on met 1 an, des fois on met 2 ans. En fait, c'est simplement que des fois il y a des creux. Il y a des moments où ils ont des besoins de recrutement de juniors qui sont très importants, et il y a des moments où c'est pas du tout le cas. Et comme les délais, et en tout cas ce que je découvre, les délais, les deadlines, les budgets sont de plus en plus réduits sur les projets, on a de moins en moins de temps de former des juniors. Et ça, on me l'a vraiment dit pour le board, par exemple. On me disait, on n'a plus le temps de former des assistants par l'assistanat, en fait. Avant, on me disait, on prenait beaucoup d'assistants board, on les formait pour le board, et du coup, on avait des boarders qui étaient prêts à l'emploi derrière ça. Et c'était une super façon d'apprendre, parce que tu sortais d'école, mais tu avais quand même une formation professionnelle derrière. Et je pense que c'est ce qui est attendu de nous, les juniors, quand on sort d'école, parce qu'on a fait un stage, d'accord, mais un stage, t'as pas travaillé vraiment tu connais pas vraiment le milieu, tu connais pas les enjeux, tu connais pas les statuts, tu connais pas les histoires économiques. Toi jusqu'ici, t'es arrivé dans ta tête de dire je vais faire des super projets. T'es même sélectif. Enfin, moi, je me rappelle de ce moment à l'école où on se disait toi, dans quel studio tu rêves de travailler? Alors, moi, j'ai postulé qu'à ce type de studio. Et tu te dis c'est cool, tu vois, d'avoir des envies comme ça. Mais en fait, quand tu sors de l'école et que, en fait, il faut trouver du travail,
le côté sélectif, tu le perds parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, j'étais un petit peu arrogant, non, de croire que c'était moi qui choisissais comme ça. Il y en a qui peuvent, je pense, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'en ai connu beaucoup et donc moi, j'y fais partie, ce n'était pas le cas. Tu choisis pas au début où tu vas. Juste, tu prends ce qu'on veut bien te donner. Et des fois, c'est difficile parce que tu dis, mais du coup, j'ai travaillé aussi dur. On m'a autant encouragé dans cette idée de travail pour quoi, en fait? Pour rien, en fait. Enfin, pour être obligé de passer par autre chose. Enfin, moi, j'ai repensé à aller dans la 3D, j'ai repensé à complètement faire autre chose. J'ai pensé à me dire, est-ce que je dois me reconvertir? Enfin, c'est un métier de passion, c'est un métier de rêve. Donc, ton but après une école, c'est de te dire, je vais réaliser mon rêve. Et en fait, quand tu dans le chômage, et encore, c'est même pas du chômage vu que tu jamais travaillé, tu perdu, tu sais même pas et en fait, tu as vraiment l'impression que c'est ta faute parce que l'école n'a pas arrêté de te renvoyer l'idée que quand tu vas sortir, tu vas trouver du travail, tu seras qualifié et tout le monde te dit: «Tu es qualifié». Moi, je suis sortie de l'école, comme plein de gens, on avait de très bons retours des professionnels quand on allait à Annecy, qu'on avait des personnes qui faisaient des retours sur nos portfolios. On nous disait: «Ah, c'est super ce que vous faites et tout». Mais en fait, tu te rends compte que tu pas tout seul, en fait. Tu es beaucoup, 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 beaucoup de juniors et tu te dis: «Je suis en compétition avec de 1 mes amis, je suis en compétition avec d'autres gens de mon âge, des gens qui sortent de plein d'autres écoles, de nouvelles écoles, et tu fais non mais en fait comment ça va se passer? C'est juste tu dis mais en fait pendant 8 mois et t'as peur parce que enfin moi j'ai eu cette peur là avec des amis on se disait mais quand la deuxième vague des autres sortants d'école ils vont arriver là après nous 1 an après du coup ça fait d'autres gens sur le circuit et toi t'as toujours pas trouvé tu te dis on va être beaucoup trop et tu te rends compte que ce côté âge d'or qu'on te survend un peu je trouve euh, il y a du boulot et tout, il y a des trucs. Ça dépend où, ça dépend quelle branche. Et surtout, enfin, moi, je me rappelle les premières annonces que je trouvais pour le travail. Souvent, c'était écrit on recherche senior, on recherche mid. Et des fois, je voyais on recherche junior avec un bon niveau. Et t'es là en mode genre, ça veut dire quoi en fait, un junior avec un bon niveau et tu te dis, mais c'est quand qu'on a besoin de nous? Et en fait, quand moi j'ai fini enfin par rentrer dans le milieu, d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup du réseau. Ça marche énormément par réseau. Parce que dès que les gens ils ont besoin de quelqu'un, ils se demandent entre eux tu connais quelqu'un, tu connais quelqu'un. Et toi, si t'es pas rentré en milieu et que t'as personne dans tes camarades aussi qui y est, en fait, personne peut se redonner nos noms en fait. Du coup, tu ne rentres pas. Ou alors tu mets beaucoup de temps, ou alors il faut un coup de chance, ou la bonne rencontre, ou alors il faut que tu aies un niveau qui fait qu'il y a un recruteur qui va adorer ton travail et vouloir t'embaucher. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Et ça, c'est des désillusions qui sont assez dures à avoir parce que bah, tu travailles depuis tellement longtemps, tu t'es tellement donné, et d'un coup tu te dis, ouah, je suis peut-être pas aussi bon. Et c'est important parce que tu apprends l'humilité. Parce que je pense que des fois on sort de l'école, on est un peu en mode, ah, c'est bon, je vais tout casser, mon film a fait des festivals, ouais, allez, on arrête tout. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. On te rappelle juste très vite que tu es junior et toi-même, tu te rends compte que tu ne connais rien du métier. Et moi, typiquement, dans les écoles, on a eu un cours ou deux sur qu'est-ce qu'est un statut d'intermittent, comment on le fait plus ou moins, mais t'es très vite lâché, quoi. Et en fait, les premières questions que tu te poses quand on est au début de nos carrières, enfin moi je voyais on avait des échanges très régulièrement avec les gens de ma promo. Vous savez comment on fait un statut freelance? Vous savez comment ça se passe les impôts? Je ne sais pas comment se passe le Pôle emploi, vous comprenez pourquoi il ne me rappelle pas? Et c'est que des questions comme ça, on est tous perdus. Enfin, moi, quand on me parle des heures au début qu'il faut avoir, après, il faut appeler Pôle emploi, mais tu passes d'abord par Pôle emploi classique, mais après, tu es renvoyé à Pôle emploi intermittent spécial. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est toutes ces histoires? T'as pas un mode d'emploi et personne justement à l'école vous a un peu aiguillé là-dessus et donné les différentes pistes sur les statuts qui sont possibles en sortant. Et plus tu sors de l'école et tu vois les mots défiler, plus t'as ces doutes et cette pression aussi financière qui monte et c'est là où toutes les questions de remise en question et de doutes rejaillissent où tu flippes tout simplement en te demandant si tu vas trouver quand et le problème c'est quand vous êtes plusieurs de votre promo à être dans la même situation ça fait effet boule de neige et tu te rends compte à la fois que t'es pas tout seul mais que aussi ça va être peut-être à ce moment-là un peu plus tendu que prévu ou en tout cas il va falloir t'attendre quelques mois avant de rentrer. Qu'est-ce que t'aurais bien aimé savoir justement quand t'étais étudiante un peu avant de sortir pour être peut-être mieux préparée et mieux armée? Je pense que j'aurais voulu qu'on me dise déjà, c'est ok si tu trouves pas du travail tout de suite.
Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre parce que ça, c'est une flip, mais qui est effroyable. Parce que moi encore, j'ai mon prêt, mais même les gens qui ont pas de prêt, des choses comme ça, qui sont chez leurs parents, qui sont dans une détresse en se disant mes parents, mais des fois, j'ai des amis, des parents sont beaucoup saignés pour payer leurs études, et pareil, du coup, tu as cette pression familiale de te dire je ne réponds pas aux attentes de ma famille, Enfin, c'est très dur à vivre. Ça, c'est une des premières choses que j'aimerais qu'on dise en fait aux étudiants, c'est vous sortez, vous trouverez peut-être du travail tout de suite, mais au pire, non, ça arrive en fait, et ça arrive souvent. Ne vous stressez pas, n'hésitez pas à demander des infos aux gens sur des réseaux, demandez qu'on vous donne des feedbacks sur vos travaux, n'hésitez pas à aller demander, à solliciter les gens. Ne restez pas dans votre bulle, ça c'est très important et je pense que c'est quelque chose qu'on fait très vite en fait quand on sort de l'école parce qu'on est très isolé, on n'a pas de travail, on est perdu, on est des fois chez nos familles, on est loin de nos amis et du coup on se renferme sur nous et du coup on se dit le milieu ne veut pas de moi donc je vais juste arrêter et ça c'est des questions qu'on se pose très tôt j'ai l'impression et ça c'est des choses que j'aurais voulu qu'on nous informe. Le statut beaucoup aussi. En fait j'aimerais bien qu'on apprenne, qu'il y ait vraiment un cours de gestion parce que moi, quand j'étais en DMA, on avait des cours de gestion qui étaient assez synthétiques la première année. Et j'aurais aimé que ça continue dans les écoles privées parce que les questions parce que le freelance, c'est de l'auto-entrepreneuriat en fait. Et personne te le dit en fait. Et donc tu fais, ok, donc il faut créer une auto-entreprise, très bien, en quoi ça consiste? Et t'as plein de choses comme ça que tu sais pas et tu as des infos de personnes qui ont essayé de... Enfin, moi, je vois il y a un groupe Facebook où on est beaucoup sur l'animation et très souvent, les questions qui reviennent, c'est les mêmes. C'est comment ça se passe un statut freelance? Votre année d'intermittent, comment ça s'est passé aussi? Et du coup, toutes les questions sont tout le temps les mêmes et je me dis, mais du coup, il y a un problème. Parce que si on a tous les mêmes questions, c'est qu'on a dans aucune école, on nous donne assez d'informations. Et c'est compliqué d'avoir ces informations parce que chercher sur internet mode d'emploi intermittent ou concept artiste ou artiste-auteur, tu le trouves pas. Ou tu le trouves, mais il est vieux, quoi. Et du coup, tu fais ah, ok, ça date de 2008. Avec toutes les réformes, ça a peut-être changé. Heureusement, il existe aujourd'hui des systèmes. Par exemple, je pense au. Si je dis pas de bêtises, le groupe des intervallistes, ou les intervalles, je sais plus, qui a un petit site vachement bien où il y a plein d'infos comme ça qui sont données par des PDF. Comment faire ton CV, la convention collective. Parce que ça aussi, c'est une question dont on ne te parle jamais à l'école, les salaires. On ne te parle pas de salaire. Du coup, tu sors, et là, les gens te disent « c'est combien que tu veux ?» Et toi, t'es « je sais pas », et tu paniques. Et très vite, aussi, une erreur que tu fais et que moi j'ai faite, c'est accepter des montants trop bas parce que tu as tellement peur de pas trouver ou que enfin tu as un boulot qui t'est proposé et de dire je peux avoir plus et qu'on te refuse. C'est une hantise que tu as. Tu dis je vais passer à côté d'une occasion parce que peut-être quelqu'un va accepter leur montant. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on détériore le milieu maintenant que ça fait 2 ans que j'y suis. Et encore, moi, j'ai une petite vision de petite junior. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux étudiants. Et moi, je vois des amis à moi qui sortent de l'école encore actuellement, qui leur première question, c'est combien faut que je demande? C'est quoi la fourchette? Du coup, moi, je leur donne la convention collective que j'ai pu avoir du coup par les groupes que j'ai pu trouver. Et je leur dis, ça, c'est votre minimum. Et alors, si vous c'est combien le minimum et quelle fourchette tu leur dis? Moi, en général, c'est par les professions que je suis passée. Du coup, assistante réelle et assistante board. Je leur dis assistante board, moi, j'étais à 140 et je pense que c'est le minimum. Assistante réelle, j'ai été à 110 et à l'époque, on m'avait dit déjà c'est très peu. Et juste, bah, c'était mon premier métier. Du coup, j'ai un peu paniqué. Et aujourd'hui, je leur dis n'acceptez pas des taux aussi bas, même si vous êtes junior. C'est pas parce que tu es junior que tu sais rien faire, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose on se dévalorise très vite. On se dit, je sais rien faire, je suis débutant, ils doivent me former, je vais leur faire perdre du temps. Mais non, en fait, on t'embauche aussi parce que tu as des qualités. En fait, on t'embauche pas pour te rendre service, en fait. Alors que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu ce sentiment-là. Hein. J'ai l'impression qu'on me faisait un cadeau hein, en m'embauchant. Ton premier salaire, c'est ton cadeau. Alors que non, non, c'est ton dû. Mais ça, c'est des choses qu'on t'enseigne pas et à l'école particulièrement, on n'ose pas te parler de ça. Et je me rappelle d'une première intervenante qui m'avait dit, mais parler d'argent, ça n'a rien de mal, hein, vous savez. Hein. C'est normal, en fait. Demander de l'argent pour ce que vous faites, c'est normal. Vous n'avez pas à avoir honte de demander de l'argent. Et ça, mais c'est des choses que tu fais, vraiment, c'est vrai, c'est fou. Alors que moi, j'ai fait des boulots à côté alimentaires où jamais de ma vie, j'aurais pu travailler gratuitement, tu vois. Alors que quand tu commences dans le métier, tellement t'as pas
l'occasion de rentrer des fois, et où ça met tellement de temps de rentrer que moi j'ai connu des personnes qui m'ont dit je suis prêt à travailler gratuitement pour avoir de l'expérience. Et ça, c'est terrible, quoi. Ouais, c'est en fait le souci de quand tu vois justement qu'ils cherchent des juniors mais avec beaucoup d'expérience et bon niveau, malheureusement ça fausse un peu la donne, et t'en as certains qui veulent tellement rentrer dans le système qu'ils sont prêts à accepter en fait, des premières opportunités pour avoir de l'expérience et enfin pouvoir répondre à ce critère de junior avec de l'expérience, qui est juste totalement antinomique et qui n'est pas possible. À un moment, il faut bien commencer et avoir un début. Bah, c'est ça, et je pense que les écoles, elles ont tendance à trop nous... Pas que les écoles, en fait, le milieu en général, et même nous-mêmes, on a des petites étoiles dans les yeux, on nous parle d'animation, faire du dessin animé, et selon les projets que tu veux faire, quand tu arrives à rentrer dans un projet que tu aimes en plus, mais tu vas te donner encore plus, et en fait, tu vas trop donner, et ça risque d'être dangereux, parce que bah, du coup, moi, je connais déjà des personnes au bout d'1 an, 2 ans de vie de professionnelle, qui ont tellement démarré à toute berzingue, qui aujourd'hui sont dégoûtés du milieu. Ils me disent je bosse comme un taré, je suis pas super bien payée, et en fait le milieu bah, c'est des histoires d'argent, et les gens sont dégoûtés qu'on te parle d'argent dans un métier de passion, mais en fait c'est quelque chose de normal, et ça c'est quelque chose que je pense aussi qu'on devrait changer dans la société. Quand on te parle d'art, on te parle aussi d'argent, et ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup abstraction, parce que moi du coup mon bac pro était en graphisme, et j'ai fait beaucoup de stages chez des graphistes, et ça c'est quelque chose qui revenait beaucoup aussi comme problème. C'est que en fait les clients ils partent du principe que tu dessines, tu fais un métier qui est cool. Du coup bah en vrai t'es heureux de faire ça. Donc au fond que tu gagnes de l'argent ou pas c'est pas le plus important. Et des fois les gens ça les choque du coup tu parles d'argent alors que c'est le nerf du truc. Ouais, et des fois certains clients sont même justement très hypocrites là-dessus, et jouent là-dessus en disant mais t'es junior, et veulent des fois aussi, surtout quand t'es freelance, te vendre de la visibilité, mais sans te payer, parce que justement t'es junior mais je vais te faire ta pub. Non, en fait à un moment c'est justement un dû, votre salaire, et justement ça a un prix, et malheureusement t'as plein de graphistes juniors qui sont un peu dans le panneau d'accepter de pas être payé, pour un peu les beaux yeux de gens qui veulent leur faire croire, et t'as un peu cette crédulité, cette naïveté au début qui fait tomber beaucoup de gens en peine. Le temps passe très vite, Cindy, je suis désolée. Oui. Non, je parle beaucoup. En répondant très rapidement aujourd'hui que un peu ce voile est levé, et que t'es peut-être un peu plus lucide peut-être sur le milieu maintenant que t'es rentrée, quelles sont tes attentes, et qu'est-ce que t'attends toi de ta vie pro qui commence, et de ce métier et de ce milieu? Bah moi j'ai des objectifs de base, c'est de faire vraiment travailler dans le board. Là pour le moment je suis première assistante, c'est très intéressant, mais j'ai vraiment envie de faire ça. Après je t'avoue qu'en 2 ans je suis moins bornée, dans le sens où mon bonheur ne dépend plus de ma réussite professionnelle, et ça c'est un travail qui a été long et compliqué, parce que en fait je suis rentrée dans le milieu, ça y est t'as atteint ton objectif Cindy, c'est ton rêve que tu viens de faire, et tu fais c'est pas trop ce à quoi je m'attendais en fait, et t'es un peu déçu quelque part, et ça c'est dangereux, parce que t'as tellement attendu ce moment-là dans ta vie, et d'un coup tu t'as tellement travaillé, t'as tellement eu de complications, tu chutes quoi, c'est une chute hein, ce que tu vis, et je pense qu'on est beaucoup à le vivre, et peut-être pas tout de suite, peut-être des fois c'est des années plus tard, et ça a été compliqué, et aujourd'hui maintenant ce que je suis contente c'est que je suis capable de me dire peut-être que j'arrêterai l'anime à un moment en fait. Tu vois, je me mets plus cette espèce de pression. Moi, à un moment, je voulais être réal, je voulais être lead board, et j'ai toujours envie, en fait. Mais je me dis plus, ok, si tu n'y arrives pas, c'est quoi, tu peux être heureuse quand même, tu vois. Et ça, c'est grave important, et je suis contente d'avoir eu ce cheminement-là, et aujourd'hui, je suis complètement contente de ce que je fais. J'ai fait des super rencontres, j'ai été dans des studios que j'ai beaucoup aimés, j'ai rencontré des gens merveilleux, et je suis trop contente de ça et de l'enrichissement que ça m'a donné. Mais aujourd'hui, bah, ce que j'attends du milieu, c'est surtout qu'il soit plus inclusif, pour les femmes, pour les personnes racisées, que les projets changent, que la vision des projets change, que les enfants, on arrête parfois de les prendre pour des enfants un peu... voilà, que les projets soient plus adultes, des fois aussi, Alors, je pense qu'en France, on a un retard sur la vision de l'animation. On a énormément on a des gens talentueux, mais incroyables, de tous les côtés, quoi. Et on a des super studios. Et j'ai l'impression que souvent, il y a des histoires d'argent, justement, qui bloquent les projets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est cool de voir des Kickstarter, des choses comme ça. Mais tu te dis, mais c'est chiant, quoi.
c'est chiant. On est un pays où il y a plein de possibilités de projets. Et bah, moi, quelque chose que j'aimerais voir dans la suite, c'est voir des projets différents, en fait, avec des gens qui ont des visions différentes des choses, pouvoir travailler sur des choses très différentes. Et ouais, et si je peux participer à ça, c'est chouette. Et si je peux pas, bah écoute, il y aura d'autres solutions. Et puis voilà. Donc, c'est un peu. Globalement, plus de variété sur beaucoup d'aspects, à la fois d'un point de vue humain, mais aussi de projet. Et c'est une vision assez idéaliste, mais elle a le mérite d'être claire. Et aussi, tu t'es peut-être un peu plus détaché, ou tu mets un peu moins cette pression pour profiter et justement peut-être trouver ta place de manière un peu plus naturelle et un peu plus détachée de ton rêve, tout en sachant très bien ce que tu veux. Bah, écoute, j'espère que tu trouveras encore ta place et que tu vas encore réussir à t'épanouir ces prochaines années dans la réalisation ou dans le board. Ah, c'est gentil. Bah, c'est sincère en tout cas. Merci beaucoup. On va conclure ensemble cette petite partie, cet épisode. Où est-ce qu'on te retrouve du coup, Cindy, physiquement ou virtuellement? Moi, on me retrouve sur Instagram avec la renardière, tout simplement. Voilà, je ne suis que là quasiment. Ok. Je poste pas beaucoup, mais j'essaye. Ça marche. Je mettrai le lien en description C'est pour gentil. ceux qui sont intéressés et qui veulent bien regarder ce que tu fais. Qui t'aurais envie d'entendre pour les prochains épisodes? Je suis en train de me demander quelles questions je vais mettre l'une avant l'autre. Alors, tout à l'heure, j'ai réfléchi quand tu m'as demandé. Du coup, alors, il y aurait déjà Céline Durieux, qui est directrice de production à Faust, que je trouve que c'est une personne qui a un très beau parcours et de très belles valeurs humaines dans le milieu et qui m'a beaucoup enseigné pour le coup. Donc voilà, c'est quelqu'un que je pense sera intéressant d'entendre. Aurélie Raphaël, qui est réalisatrice sur la série Ernest et Célestine saison 2, qui pareil a un parcours que je trouve incroyable quand elle m'avait expliqué ce qu'elle faisait et j'étais waouh, ok, trop bien, tu vois. Elle vient de hyper loin et de vraiment d'un moment de la vie de l'anime où il fallait vraiment commencer très bas et après tu montais, enfin c'était beau quoi, moi j'aime bien. Et après la troisième personne c'est Mintu Femme, qui est une lighteuse compositing à Montréal maintenant. Vancouver, pardon, excuse-moi, Mintu, qui est du coup une personne qui est sortie de ma promotion et qui, je trouve, a un parcours assez intéressant parce qu'elle est vraiment restée dans la 3D. Elle aussi, elle a eu un parcours au début qui était compliqué à rentrer dans le milieu et elle a fini par avoir du travail. Et à côté de ça, après, elle est partie à Vancouver, tout ça. Enfin, elle a un parcours assez atypique aussi, je trouve. Du coup, voilà, c'est trois personnes que j'estime beaucoup, que je pense qu'ils pourront dire des choses intéressantes. Puis des nanas, ça va aussi faire du bien. Bah, merci, Voilà. merci pour les contacts et les recommandations. Et puis pour ces épisodes un peu spéciaux, j'ai aussi envie de vous donner un peu la parole à travers une question auquel vous auriez envie d'avoir une réponse et donc de la poser à des middle, des seniors, des leads, des sup, qu'importe la discipline, la question est libre. Est-ce que tu as une question en tête que tu aimerais bien poser aussi? Alors ça, je t'avoue, je sais pas encore trop. Je pense que je vais poser une question assez générale. Peut-être c'est une question sur les juniors. Bah justement, profitons-en. Est-ce que alors j'essaie de formuler bien. Est-ce qu'au final aujourd'hui, ce serait pas mieux qu'on change peut-être les conditions? Peut-être qu'il faudrait, enfin, je sais pas. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'aujourd'hui on fasse rentrer plus facilement des juniors dans l'industrie? Et est-ce que les personnes ont cette envie de pédagogie aussi? En fait, est-ce qu'on attend beaucoup aujourd'hui des écoles ou est-ce qu'on attend que le milieu nous forme? Et au final, est-ce qu'il faut vraiment passer par une école? Est-ce qu'il faut pas des fois juste tenter le milieu comme ça aussi? Ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien avoir des retours de personnes plus avancées. Parce qu'on nous parle beaucoup d'école très tôt, mais est-ce que c'est vraiment la solution en fait au final? Je sais pas. Ah bon, bah écoute, j'ai pas la science infuse, je sais pas non plus, donc écoute, je la poserai à ta place et c'est une très bonne question pour justement comprendre votre place et ce qu'on attend de vous au sein des studios et justement où vous devez en être dans votre avancement en termes d'éducation et est-ce que cette éducation elle peut pas être un petit peu parallèle, à savoir aussi en autodidacte, sachant toutes les ressources qui sont disponibles, ça place des fois la question de la légitimité de certaines écoles pour justement cette formation, surtout quand ça coûte beaucoup d'argent et que vous n'avez pas forcément les moyens, et que ça reste une porte d'entrée qui est très compliquée à franchir. Merci encore Cindy pour toutes ces questions, pour nous avoir aussi livré beaucoup de toi en toute transparence à travers ton parcours et
Et justement, je trouve ces instants de vérité, j'espère que tout le monde a passé un bon moment, parce que moi j'ai adoré et je suis très contente de donner la parole. Merci. Merci de me l'avoir donné. De rien, Cindy, c'était encore un plaisir, je te le redis, mais c'était sincère. Merci. Ciao Cindy. Ciao. J'espère que vous avez passé un très bon moment dans cet épisode qui est un peu spécial autour de justement des étudiants et des juniors. Ça m'a fait énormément plaisir de leur donner la parole. C'était que le premier, il y en aura au moins un deuxième qui sortira sur le même format. Si ça vous a plu ou si vous avez d'autres questions ou si vous avez justement des retours, c'est l'occasion. N'hésitez pas à justement m'écrire et je répondrai avec grand plaisir sur justement vos questionnements ou d'autres formats que vous voulez voir un peu éclore. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. C'est aussi comme ça que le podcast évolue et se fait connaître. Donc là-dessus, je compte sur vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et à très très vite. Ciao.